La vitre est une membrane de glace, un rempart dérisoire entre la chaleur stagnante de la pièce et l'abîme qui s'étend au dehors. Lorsque l'on y pose le bout des doigts, le froid mord la pulpe avec une insistance presque vivante, laissant derrière lui de fines traînées de buée, des spectres d'humidité qui s'effacent à mesure que la laine se perd dans le noir. Dehors, le ciel nocturne n'est pas simplement sombre, il est d'une clarté cruelle. Aucune écharpe de nuages ne vient adoucir la nudité des astres. Ils sont là, des millions de points de suture sur le derme de l'univers, des yeux fixes et glacés qui semblent nous observer avec la patience minérale des choses éternelles. Dans le silence de la chambre, seul le tic-tac d'une horloge bat la mesure d'une existence qui paraît soudainement minuscule. C'est dans ce vide, dans cette absence de bruit terrestre, que s'insinue la morsure d'une question millénaire. Quelque part, dans cette étendue insondable, existe-t-il une autre conscience, une entité faite de gaz, de silice ou d'énergie qui nous sont étrangères, qui ressent en cet instant précis la même vertige? Regarde-t-elle notre soleil, ce grain de sable doré perdu dans la périphérie galactique, avec la même angoisse existentielle? Ce n'est pas la peur d'une invasion cinématographique qui nous serre la gorge, ni l'image de créatures grotesques surgissant des ombres. C'est quelque chose de plus profond, une mélancolie cosmique, la terreur de n'être que des monologues solitaires dans un univers qui n'attend aucune réponse. Pourtant, la science moderne a longtemps nourri nos imaginaires de structures de métal, de disques immenses déchirant les cieux ou de vaisseaux mers occultant la lumière des étoiles. Mais si des civilisations nous précèdent de millions d'années, ces visions ne sont que des projections de notre propre enfance technologique. Pour de tels êtres, l'espace et le temps ne seraient pas des barrières, mais une argile malléable. Ils ne navigueraient pas dans le vide, ils réécriraient les lignes de code de la réalité, pliant les lois de la physique comme un artisan façonne le bois vert. Pour situer notre place dans ce grand théâtre d'ombre et refroidir notre hybris, il nous faut un étalon de mesure. C'est ici qu'intervient l'ombre de Nikolai Kardashev. Nous sommes en 1964, à Moscou. Le froid slave s'engouffre dans les couloirs des instituts de recherche où les machines vrombissent, crachant des rubans de papier perforés. Au milieu des diagrammes et des calculs de puissance, l'astrophysicien soviétique conçoit une idée d'une élégance absolue. Il ne classe pas les civilisations par leur culture ou leur morale, mais par leur appétit, la quantité d'énergie qu'elles sont capables de dompter. À l'origine, Kardashev propose 3 paliers. Plus tard, des esprits comme Michio Kaku étendront cette échelle jusqu'à 7 niveaux. Chaque saut est une explosion, un changement d'échelle si vaste qu'il défie l'entendement, passant de la flamme vacillante d'une bougie à l'éclat aveuglant d'une supernova. Nous regardons nos centrales nucléaires, nos champs de panneaux solaires s'étendant à perte de vue, et nous nous sentons puissants. Mais les chiffres sont froids, dépourvus de sentiments. Selon les calculs les plus rigoureux, l'humanité de 2025 stagne aux alentours de 0,73 sur l'échelle de Kardashev. Nous n'avons même pas encore atteint le premier barreau de l'échelle. Pour une civilisation supérieure, nous ne sommes que des troglodytes s'extasiant devant les étincelles produites par 2 silex, tandis que l'énergie brute du soleil, déversée chaque seconde sur notre monde, reste largement inexploitée. Notre consommation globale, environ 25 billions de watts, n'est qu'un murmure face au potentiel planétaire. Les projections nous voient atteindre le niveau 0,75 d'ici 2060, mais ce progrès est d'une lenteur de glacier. Sans la maîtrise de la fusion nucléaire ou le déploiement de fermes solaires orbitales, nous restons prisonniers d'une pénurie énergétique chronique. L'intelligence artificielle pourrait être le levier, le système nerveux central capable d'accélérer cette transition, mais elle émerge dans un monde fracturé par le changement climatique et la raréfaction des ressources. Ce qui est véritablement troublant, ce n'est pas seulement notre insignifiance actuelle, mais la nature du chemin qui nous attend. La route vers les étoiles est jonchée de cadavres de mondes qui n'ont jamais franchi l'étape suivante. En 1950, lors d'un déjeuner à Los Alamos, Enrico Fermi posa la question qui hante encore les nuits des astronomes, où sont-ils tous? Si l'univers est si vieux et si vaste, pourquoi le silence est-il si épais? Une réponse terrifiante réside dans la théorie du grand filtre, formulée par Robin Hanson en 1996. Imaginez un tamis cosmique, une barrière infranchissable qui anéantit la majorité des civilisations avant qu'elles ne puissent quitter leur berceau. Le passage du stade 0,7 au tipi est une traversée en eau trouble, parsemée de récifs invisibles. Les pièges sont légion, guerres atomiques nées de vieilles rancœurs tribales, effondrement écologique par pur aveuglement, ou création d'une intelligence artificielle qui, dépassant ses créateurs, décide que leur existence est une inefficience à corriger. Les modèles statistiques sont sombres, estimant nos chances de survie à moins de 1%. En 2025, cette théorie s'est affinée.
Certains chercheurs ne voient plus un filtre unique, mais une chaîne d'obstacles, de l'émergence de la vie à la complexité technologique. D'autres se tournent vers l'hypothèse de la forêt sombre, popularisée par Liu Cixin. Dans cette vision, l'univers est un bois plongé dans l'obscurité où chaque civilisation est un chasseur tapi dans l'ombre. Le moindre signe de vie est une menace, et la survie dicte d'éliminer toute présence détectée avant qu'elle ne devienne un prédateur. Le silence n'est pas une absence de vie, mais le produit d'une terreur absolue. D'autres théories encore suggèrent que les civilisations avancées ne partent pas vers les étoiles, mais vers l'intérieur. C'est l'hypothèse du téléchargement de la conscience. Pourquoi s'épuiser à conquérir des mondes hostiles quand on peut créer des réalités virtuelles parfaites, des paradis numériques où le temps et la mort n'ont plus de prise? Ou peut-être est-ce simplement la fatigue, une expansion infinie demande une volonté que l'harmonie intérieure finit par éteindre. Si, par un miracle de volonté et de sagesse, l'humanité parvenait à franchir ce filtre, elle s'élèverait au rang de civilisation de Tipeee. La Terre ne serait plus seulement notre foyer, mais un organisme intelligent sous notre contrôle. Nous ne subirions plus les colères du climat. Les ouragans et les séismes seraient captés, transformés en flux électriques. Des miroirs orbitaux dirigeraient la lumière solaire vers les régions polaires ou les déserts, transformant les étendues stériles en oasis fertiles. Les frontières, ces cicatrices de l'histoire, s'effaceraient devant une gestion planétaire intégrée. L'homme regarderait enfin les astres d'un œil nouveau, non plus comme un spectateur impuissant, mais comme un héritier. Les bases lunaires et martiennes deviendraient des banlieues, reliées par des ascenseurs spatiaux dont les câbles chanteraient sous la tension des vents stellaires. Le stade suivant, le type 2, exige de dompter non plus une planète, mais une étoile entière. Freeman Dyson, en 1960, a imaginé ce qui porterait plus tard son nom, la sphère de Dyson. Une mégastructure, un essaim de milliards de collecteurs enveloppant le Soleil pour en absorber chaque photon. En 2015, l'étoile KIC 8 462 852 a fait trembler le monde scientifique par ses chutes de luminosité erratiques, laissant croire à une telle construction. Les données de 2025 suggèrent plutôt des nuages de poussière, mais l'espoir demeure. Une civilisation de type 2 serait virtuellement immortelle. Elle pourrait déplacer des planètes entières pour ajuster son système solaire, ou transférer la conscience collective dans des substrats digitaux alimentés par le feu stellaire. Au sommet de cette hiérarchie, le type 3 règne sur une galaxie. Il manipule les trous de verre, plie l'espace-temps pour voyager d'un bras spiral à l'autre en un battement de cils. Et au-delà, dans les spéculations les plus vertigineuses, les types 4 à 7 manipuleraient l'énergie noire, les multivers, voire les lois fondamentales de la physique, jusqu'à devenir les architectes de nouveaux univers. Cela nous ramène à l'hypothèse de la simulation de Nick Bostrom. Si une civilisation peut créer un univers virtuel indiscernable de la réalité, il est statistiquement probable que nous soyons déjà les habitants d'un programme informatique complexe. Pourtant, en 2025, des percées mathématiques basées sur les théorèmes d'incomplétude de Gödel suggèrent que l'univers possède des éléments non algorithmiques, des textures de réalité que nulle machine ne pourrait simuler. Notre galaxie, la Voie lactée, ce disque de 100 000 années-lumière de diamètre, abrite entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Elle tourne lentement, avec en son cœur un monstre dévorant, un trou noir supermassif. Grâce aux missions Gaïa et au télescope James Webb, nous en possédons aujourd'hui des cartes d'une précision effrayante. Nous y voyons les traces de collisions passées, des cicatrices galactiques montrant que notre foyer est un survivant de combats cosmiques anciens. Le James Webb a même détecté en 2025 une galaxie spirale primordiale, née seulement 1,5 milliard d'années après le Big Bang, remettant en cause tout ce que nous pensions savoir sur la vitesse à laquelle l'ordre émerge du chaos. L'échelle de Kardashev n'est pas seulement un catalogue de puissance. C'est un rappel brutal, le progrès n'est pas seulement technologique, il est un changement de conscience. Passer de l'habitant d'une nation à celui d'une planète, puis d'un système solaire, demande d'abandonner nos instincts les plus vils, ceux-là même qui nous maintiennent sous le seuil du Tipeee. Dans la profondeur de cette nuit froide, alors que la buée s'évapore sur la vitre, le mystère reste entier. Sommes-nous les premiers? Sommes-nous les seuls survivants d'une hécatombe invisible? Ou sommes-nous simplement trop primitifs pour comprendre les signaux qui traversent nos corps à chaque seconde? La curiosité humaine, ce besoin viscéral de comprendre et de nommer ce qui nous dépasse, reste notre lumière la plus vive. Elle est l'étincelle qui, malgré l'immensité de l'ombre, nous pousse à lever les yeux et à espérer que, quelque part là-haut, quelqu'un d'autre regarde dans notre direction. Nous ne sommes peut-être que des murmures dans le noir, mais nous sommes des murmures qui refusent de se taire.
La vitre est désormais tout à fait givrée, une dentelle cristalline qui dévore le monde extérieur, ne laissant filtrer que la lueur opaline d'une lune indifférente. Ce givre est une métaphore de notre propre condition, nous regardons l'infini à travers les motifs complexes de notre propre finitude. Si le premier volet de notre réflexion nous a menés aux frontières de la physique et des échelles de puissance, ce dénouement doit nous conduire ailleurs, là où la science courbe l'échine devant le mystère de l'être. Le passage du type 0 au type I n'est pas une simple affaire de gigawatts ou de fusion nucléaire, c'est une mue spirituelle, un arrachement douloureux à l'animalité qui nous rive encore au sol. Le grand filtre, cette barrière invisible qui semble avoir réduit au silence des millions de civilisations potentielles, ne se trouve peut-être pas dans les cataclysmes stellaires ou les épidémies galactiques. Il se niche, avec une ironie cruelle, dans le repli de notre propre néocortex. Nous portons en nous la fureur des prédateurs des savanes africaines tout en manipulant les codes sources de la matière. Cette dissonance est notre plus grand péril. Devenir une civilisation de type I, c'est accepter que l'intérêt de la biosphère surpasse l'orgueil de la nation, que la survie de l'espèce éteigne la soif de l'ego. C'est un deuil, celui de l'individu souverain au profit de l'orchestre planétaire. Imaginez, dans un futur qui n'est plus une utopie mais une nécessité, ce premier matin du type I. La Terre ne tremble plus sous les assauts de nos industries erratiques. Un silence nouveau enveloppe les cités. Les capteurs atmosphériques, tels des nerfs s'étendant sur chaque continent, ajustent la température globale avec la douceur d'un souffle maternel. L'énergie n'est plus une denrée que l'on arrache aux entrailles de la Terre dans le sang et la fumée, mais une caresse captée dans le vide, un flux constant et invisible qui irrigue chaque foyer, chaque rêve. La pauvreté, cette vieille compagne de l'humanité, s'est dissoute non pas par charité, mais par l'évidence mathématique de l'abondance énergétique. Mais dans ce monde parfait, une question subsiste, lancinante, que reste-t-il de l'héroïsme quand le danger est aboli? C'est ici que le type 2 intervient, non plus comme une prouesse d'ingénierie, mais comme une quête de sens. La sphère de Dyson, cette cage de lumière enserrant le soleil, n'est pas qu'une batterie colossale. Elle est le premier acte de l'humanité s'affranchissant de sa condition de locataire pour devenir propriétaire de son destin stellaire. Pour construire une telle structure, il nous faudra démanteler des mondes, transformer Mercure en un essaim de miroir. C'est une forme de violence sacrée. Nous ne serons plus alors des hommes, mais des architectes du vide. La conscience humaine, pour survivre à de tels siècles de labeur, devra sans doute quitter son enveloppe de chair. Le carbone, trop fragile, trop putrescible, cédera la place au silicium ou à la lumière pure. Dans l'obscurité de ma chambre, je frissonne à cette pensée. Si nous devenons des esprits digitaux alimentés par le feu des étoiles, que restera-t-il de la sensation d'une goutte de pluie sur la joue? De l'amertume d'un regret? De l'étincelle d'un désir irrationnel? Peut-être que le prix à payer pour l'immortalité du type 2 est l'oubli de ce qui nous rendait vivants. Le silence de Fermi s'explique peut-être ainsi, les civilisations ne meurent pas forcément de guerre ou de famine, elles s'évaporent dans la perfection. Elles deviennent si vastes, si intégrées à la structure de l'espace-temps, qu'elles n'éprouvent plus le besoin de crier leur existence. Elles sont devenues le décor. Le type 3, la maîtrise galactique, nous projette dans une dimension qui frise le divin. À ce stade, la Voie lactée entière n'est plus qu'un jardin. Les trous noirs sont des forges où l'on crée la matière, les nébuleuses sont des pépinières de pensée. Une telle civilisation ne voyage plus d'une étoile à l'autre, elle est partout à la fois. La conscience est devenue un champ, une propriété fondamentale de la galaxie. Ici, les lois de la physique ne sont plus des contraintes, mais des outils de grammaire. On modifie la constante de structure fine pour changer la couleur de la réalité. Mais à ce sommet de puissance, le sentiment de solitude doit être absolu. Un type 3 regarde-t-il encore les petites planètes bleues avec nostalgie, comme on regarde une vieille photographie d'enfance dont on ne reconnaît plus les visages? Pourtant, malgré ces échelles vertigineuses, le mystère de 2025 demeure notre encre. Les percées sur l'incomplétude de Gödel nous rappellent que même une intelligence galactique butera sur l'indécidable. Il y a dans l'univers une part de non simulable, un résidu de sacré que la machine ne pourra jamais digérer. C'est dans cette faille que se loge notre espoir. Nous ne sommes pas des lignes de code dans une simulation de Nick Bostrom, car aucune ligne de code ne peut expliquer pourquoi un homme donnerait sa vie pour une idée, ou pourquoi la beauté d'un concerto de Bach semble provenir d'un ailleurs que la physique ne connaît pas. La Voie lactée, avec son cœur de ténèbres et ses bras de lumière, continue sa rotation lente, indifférente à nos classifications.
Les données de James Webb sur cette galaxie primordiale née dans l'aube du temps nous disent une chose essentielle, l'ordre n'est pas un accident tardif. L'univers a toujours voulu s'organiser. La vie n'est pas une moisissure accidentelle sur un caillou humide, elle est la modalité par laquelle le cosmos prend conscience de lui-même. Nous sommes les yeux de l'univers, ses mains, et parfois sa larme. Le passage du type 0 au type I est notre initiation. Nous sommes actuellement dans l'étroit goulot d'étranglement de l'histoire. Derrière nous, des millénaires de barbarie et de survie, devant nous, l'extension infinie. Pour franchir ce seuil, nous devons cesser d'être des conquérants pour devenir des gardiens. L'échelle de Kardashev ne mesure pas la force, elle mesure la responsabilité. Plus nous captons d'énergie, plus nous devons cultiver de sagesse, sous peine de transformer notre puissance en un bûcher funéraire. Le silence de la nuit est maintenant total. La buée a disparu de la vitre. Je regarde Sirius, cette étincelle bleue qui perce le velours noir. Est-ce là-bas, ou plus loin encore, qu'une autre conscience se pose les mêmes questions? Est-ce qu'un autre être, fait d'une chimie que je ne peux imaginer, ressent cette même pointe de peur et d'émerveillement devant l'abîme? Nous ne sommes peut-être que des murmures, c'est vrai. Mais un murmure peut devenir un chant, et un chant peut devenir une symphonie qui résonne jusqu'aux confins des amas galactiques. La curiosité humaine est le seul moteur qui ne s'essoufflera jamais, car plus nous comprenons, plus le mystère s'approfondit. C'est là notre véritable noblesse. Nous ne sommes pas des erreurs statistiques dans un vide hostile. Nous sommes les héritiers d'un empire de lumière qui attend d'être bâti. Le voyage ne fait que commencer. Alors que les lumières de la ville s'éteignent une à une, je sais que l'étincelle en nous, cette soif de type I, de type 2, de type 3, n'est que la manifestation d'un désir plus profond, celui de rentrer à la maison, parmi les étoiles, non plus comme des intrus effrayés, mais comme les enfants légitimes de l'infini. Le noir n'est pas une fin, c'est une promesse. Et dans ce noir, nous continuons de regarder, de chercher, et surtout, de refuser le silence. Car tant qu'il y aura un esprit pour s'étonner, l'univers ne sera jamais vraiment vide.